Donc, avant de parler de la dark fantasy, on va peut-être juste parler de la fantasy pour commencer, je pense. Ça peut être bien de rappeler un peu ce que c'est le genre principal de la fantasy. Donc, ça peut être artistique ou littéraire, ou même cinématographique. Hein, ça peut être exploité de différentes façons. Et ça représente des phénomènes surnaturels imaginaires, souvent associés aux mythes et souvent figurés par l'intervention ou l'emploi de la magie et de l'anachronisme. Le surnaturel est généralement accepté ou même exploité pour définir les règles d'un monde imaginaire et ne suscite pas nécessairement le doute ou la peur. Donc ça se décline en différents sous-genres. Moi j'en ai noté 4 qui sont assez connus. Le premier c'est peut-être celui qui est le plus courant, la high fantasy. Donc le cadre général de ces récits-là se passe avec des gobelins, des orques, des dragons, il y a des petits villages, des châteaux, enfin il y a un contexte un peu médiéval, on va dire. Il y a un côté aussi vachement axé sur sur vraiment des héros positifs. Il y a vraiment quelque chose où le bien contre le mal. Sans peur, voilà, le bien contre le mal. Il y a vraiment ce côté-là. Qui est important, il y a un aspect important, c'est un truc qui a été écrit sous weed. C'est pour ça que ça s'appelle I wanna get high. Pas mal. Après, t'as la low fantasy. On retrouve les mêmes ingrédients que la high fantasy, hein, les dragons et tout ça, mais ça se passe dans un contexte un peu plus réaliste. Donc, typiquement, Harry Potter, c'est de la low fantasy. Voilà, il y a des magiciens, il y a des dragons, mais ça se passe dans une Angleterre assez moderne. Il y a ensuite l'autre genre qui est très très connu, c'est l'heroic fantasy, qu'on peut aussi appeler le médiéval fantastique. Qui a les mêmes caractéristiques que la high fantasy, mais la différence près, c'est qu'elle va se centrer sur un personnage principal qu'on va suivre en général. Ou sur un groupe de personnages. Ou un groupe de persos, ouais. Et donc ça se passe toujours à une époque médiévale ou très très lointaine. Et l'exemple typique, c'est Conan le barbare, quoi, par exemple. Ouais, c'est pour ça que pour la miso, effectivement, rapidement, on s'est dit, mais en fait, Conan, c'est l'heroic fantasy. C'est dur. Si on devait faire un numéro sur l'heroic fantasy, on devrait choisir Conan, quoi. C'est ça, c'est plus proche que de l'héroïque que de la dark. Même si ça a des éléments de dark fantasy, mais c'est plus proche, ouais. Et enfin, on a la dark fantasy, qui est en fait très proche de l'horreur et qui se caractérise bien souvent par une ambiance très sombre et avec des éléments de l'apocalypse et tout ça. Et typiquement, Berserk, j'ai envie de dire, c'est l'œuvre déjà la plus dark fantasy, je pense. Fantaisiesque. Ouais, fantaisiesque, parce qu'il pousse vraiment le concept dans ses retranchements, quoi. On peut pas faire plus dark fantasy que Berserk. Ouais, comme tu l'as dit, justement, c'est un genre un peu hybride. La dark fantasy, c'est vraiment entre, donc, du coup, la fantasy, comme tu l'as bien défini, et l'horreur. Et quand on cherche un petit peu à trouver ces pères de fondateurs, les origines, en quelque sorte, en général, ce qui est assez étonnant, en fait, que l'un des pères fondateurs côté horreur, c'est Howard Phillips Lovecraft, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment lui qui a été le premier patronage. Donc Lovecraft, c'est plutôt un écrivain du 19e siècle, qui a créé un genre à lui tout seul, l'horreur. C'est un contexte qui est un petit peu particulier. Lovecraft, il est beaucoup décrié aujourd'hui parce que il était foncièrement raciste, voire admirateur de Adolphe et compagnie. Merde. Et que comme beaucoup de bonnes personnes. Hein, et que du coup il y a véritablement c'est le premier genre à intégrer du coup l'horreur à intégrer, enfin l'œuvre de Lovecraft, on va dire. Pourquoi c'est de la dark fantasy entre guillemets, c'est parce que ça intègre des éléments mythiques et épiques où les créatures maléfiques peuvent être plus nuancées. C'est-à-dire par exemple effectivement les héritiers de Lovecraft, ça va être des vampires qui, au lieu de bouffer simplement en fait ils vont avoir des tiraillements un peu humains, ou se dire ou pareil pour les loups-garous, etc. Donc ces créatures-là de l'ombre qui appartiennent au genre fantastique, en fait elles sont traitées d'une manière différente et elles vont avoir beaucoup plus de dilemmes. Pour l'autre aspect, on va dire pour le versant fantasy, en général, le cadre général, c'est composé d'un visuel, comme tu l'as dit, magie, chevalerie, dragons, elfes et compagnie, qui sont la guerre, mais le ton est beaucoup plus sombre, violent. C'est un monde où le mal domine, en fait, dans les univers de dark fantasy. Donc on a un vrai mariage funeste entre deux genres, en fait, qui a donc le premier père, donc c'est, comme je disais, c'est Lovecraft, et le deuxième, c'est sans doute mon premier écrivain préféré de tous les temps, c'est Michael Moorcock, avec Elric, qui a défini un genre à lui tout seul, en fait, si on devait avoir un père fondateur de la dark fantasy, c'est lui.
J'ai presque, en fait, quand j'ai connu la fantasy tout court, j'ai commencé avec Tolkien, et puis après, de suite après, je suis tombé sur Elric, les dragons, et ça m'a mis une telle claque que du coup, non pas que je me suis détourné de Tolkien, bien au contraire, mais ça m'a mis vraiment quelque chose d'aussi fort et aussi puissant que les Terres du Milieu, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, ce précurseur, du coup, il définit quelques aspects un petit peu importants. Effectivement, on a l'emprunt, on va dire, au héros, entre guillemets, ou la bande de héros de l'heroic fantasy. C'est-à-dire que c'est un personnage, en général, seul, souvent face à des choix moraux discutables. C'est-à-dire que on y reviendra pour certaines œuvres littéraires et vidéoludiques, hein, et du coup, voilà, ça pose cette question en fait de l'hybridité du genre, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres en fait qui vont aller tourner plus d'un côté, plus côté horreur, et d'autres plus côté fantasy, sans que ça soit forcément évident. Pour moi, effectivement, Berserk, c'est un des rares exemples évidents de dark fantasy. Que ça soit évident de dire c'est de la dark fantasy par rapport à la définition qu'on peut s'en faire. Donc du coup, voilà, c'est aussi de voir dans ce que tu dis, dans notre rapport à la dark fantasy, quelle perception on peut en avoir, et du coup elle sera forcément différente pour chacun d'entre nous, et c'est ça qui va être sympa. Bah, généralement on admet quand même que dans la dark fantasy t'es dans un monde qui est un peu foutu, quoi. Ouais, c'est ça. Le mood général c'est pas la fête, c'est la merde. Voilà. Que t'as des héros qui en chient en permanence, et même dans leur quotidien, pas seulement dans les épreuves, voilà, pas seulement dans les épreuves qui sont là pour les péripéties de l'aventure, mais juste en mode au quotidien c'est pas ouf. Voilà. La souffrance est centrale. Ouais, il y a aussi un truc assez paradoxal avec la dark fantasy, c'est que si on regarde un petit peu, je pense qu'on est tous allés regarder sur la fiche Wikipédia pour dire bon allez, tiens, on va se faire un petit qu'est-ce qu'on pense le monde en fait, qu'est-ce qu'on pense la personne lambda qui va regarder, qui connaît pas le genre, et on s'aperçoit que c'est presque un genre mineur en termes de quantité d'œuvres. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'œuvres. Alors je pense qu'effectivement, en creusant le sujet, il passe à vraiment à côté de beaucoup de choses, mais si on compare le nombre d'œuvres qu'il y a en dark fantasy par rapport aux autres genres de fantasy ou même d'horreur, en fait on s'aperçoit qu'il y a très peu de trucs, quoi. C'est tellement spécifique en fait que ça réduit vachement le choix, quoi, de ce qui peut être considéré vraiment comme la dark fantasy pure, quoi. Mais par exemple, paradoxalement, je trouve que c'est devenu, et ça sera peut-être la conclusion qu'on aura à la fin, un genre majeur aujourd'hui, quoi. Ouais. Justement, au niveau de la définition de la fantasy, pour moi, il y a une notion qui est importante et qu'on n'a pas forcément trop insisté là-dessus. C'est le côté que, parce qu'on en a parlé en off, la différence, par exemple, voilà, tu voulais parler de Gremlins, et pour moi, Gremlins, c'est pas de la fantasy. Et parce que pour moi, comment ça s'appelle, la caractéristique qui fait que c'est de la fantasy et non pas du fantastique, c'est est-ce que tu es dans un monde où les éléments surnaturels qui se passent sont acceptés et admis par les personnages comme un truc du quotidien, ou pas, quoi. Et dans Gremlins, même s'il se passe des trucs surnaturels et bizarres, c'est les gens, ils le vivent comme un truc bizarre, quoi. Ils voient le mogwai, ils se disent c'est quoi ça? Alors les blancs entre guillemets américains, eux ils sont surpris du mogwai, mais le chinois qui l'a dans sa boutique, pour lui c'est un truc normal de sa culture, tu vois. Je sais pas s'il représente tous les Chinois quand même. Ouais, mais t'as compris. Tu sens qu'il y a des gens pour qui le mogwai c'est un truc, tu vois. Et même jusqu'à que ça parte en couille, que t'aies des Gremlins, ça se passe relativement bien. C'est quand d'un coup il se transforme en Gremlins mais l'arrivée de Gizmo en soi, elle perturbe pas le quotidien des gens. Non, mais ils trouvent quand même ça bizarre. C'est la première fois qu'ils voient ça. Tu vois, quand ils voient le mogwai arriver. C'est quelque chose de rigolo pour eux, mais. J'ai peut-être une réponse justement à ce débat-là, parce que pareil, en creusant la réflexion, en voyant quels auteurs ensuite se réclamaient de Lovecraft ou de Moorcock, on s'aperçoit qu'il y a aussi un sous-genre qui est beaucoup plus moderne, qui est presque né plutôt dans les années 80-90, et auquel Gremlins répondrait encore mieux que de la dark fantasy elle-même, c'est de l'urban fantasy en fait. D'accord. Du coup, je l'ai vu passer ce truc, mais j'en ai pas parlé. Ouais. C'est Neil Gaiman, en gros. Neil Gaiman, c'est celui un petit peu le père fondateur de ce genre, sous-genre-là aussi, et en fait, on est dans un contexte entre guillemets réaliste. Et il y a un basculement en fait des éléments de fantasy ou autre. C'est que ça peut être rapproché à du fantastique pur dans l'absolu, mais où ces éléments-là en fait vont
colorer en fait de fantasy l'univers du héros ou des personnages qui vivent l'histoire, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que chez Gaiman, il y a quand même une bonne partie de la société qui est au courant de ces trucs. Enfin, tu vois, il y a... Pas forcément. Si tu Ça prends dépend. Neverwhere, effectivement, Ouais. en fait, c'est pareil, pour l'œuvre majeure, on va dire, en termes d'urban fantasy, où, en fait, le héros, du jour au lendemain, il bascule dans une autre dimension, en quelque sorte. Et il s'aperçoit que toute la dimension dans laquelle il est occupé a complètement disparu. Il y a d'autres auteurs qui sont considérés aussi comme dans la dark fantasy, mais je viendrai quand on parlera un peu littérature, comme Clive Barker. C'est considéré comme de l'horreur pure et dure, du fantastique. Mais il y a plein d'œuvres qui répondent à cette côté un peu Après, fantasy. voilà, oui, après, c'est des genres qui sont limitrophes, donc forcément, t'as des auteurs qui vont se retrouver dans l'un ou dans l'autre. D'où la difficulté de définir véritablement un genre pur, quelque chose de pur dans la dark fantasy. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, The Boys. Dans The Boys, c'est admis que les sups, ils existent et que... Ouais, j'ai pensé aussi au film de super-héros, mais c'est chelou. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un truc supernaturel et qui existe dans... Enfin, je sais pas, moi c'est bizarre, je trouve qu'il y a une limite à mettre en plus, quoi. Il y a un truc... Bah, justement, tu sais, quand tu mettais ta... Ou quand tous les on en films parlait, d'horreur, tu vois, tous les films oui. d'horreur où t'as une bestiole ou un fantôme ou un truc, quoi. Justement, quand tu parlais, tu sais, sur Discord, qu'on avait quelques échanges comme ça, tu posais un peu tes arguments par rapport à ça. C'est vrai que le fantastique, c'est que le surnaturel perturbe les règles du monde habituel. Donc c'est un peu l'idée sur laquelle tu viens pour peut-être poser la limite entre fantasy et fantastique, qui est du coup pas la même chose. Et j'ai un exemple, tu vois, pour moi qui me vient de suite, c'est Édouard aux mains d'argent. Pour moi, c'est du fantastique parce qu'à partir du moment où Édouard il descend de son château pour aller dans la ville, ben les événements ils changent de suite. Alors au début c'est bienveillant et petit à petit ça fout le bordel. Ouais, mais c'est pas ça le critère. Et c'est que ça perturbe les règles du monde habituel. Non, c'est pas dans ce sens-là. Pour moi, c'est quand il descend de son château, il y a personne qui se dit putain, il y a un mec avec des doigts en ciseaux. Ils se disent bon, il y a un mec, il a des doigts en ciseaux. Tu vois, c'est genre bon bah ça arrive. Je sais pas, je le vois pas comme ça. Pour moi, dans c'est ma ça. d'argent, j'ai l'impression que c'est quand même chelou pour eux de voir ce gars-là justement, ils lui font tailler les haies, ils lui font faire couper les cheveux. Mais justement, enfin tu vois, il est intégré quoi. Tu vois, c'est en mode bon bah. Ouais, ils sont je sais surpris pas, quand même après, au début. Ça fait partie Ouais. ces offres qui sont un peu limitrophes quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus important. proche du conte dans Édouard Main d'argent que de... Ouais. Il y a ça Mais aussi, bien effectivement, sûr, c'est ouais. aussi une des origines de la dark fantasy, c'est le conte macabre. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est passionnant parce que pour le coup, si on retrouve un petit peu la définition stricto sensu, on va voir qu'on a très peu d'œuvres en fait qui seraient. J'ai envie de dire, ça nous fait presque la même chose que pour la hard SF, où si la hard SF, moi en mode définition puriste, j'arrivais difficilement à trouver des films ou des œuvres qui rentraient dans ce genre-là, et si t'es un peu plus souple, un peu plus large sur les critères, là, tu en fais rentrer beaucoup plus. Je pense que là, c'est un peu pareil. Bon, après, tu parlais beaucoup aussi de l'hybridation, donc je pense que oui, là aussi, sur la Dark SF, si on est un peu plus souple, on peut faire rentrer d'autres choses, quoi. Et on va peut-être constater un petit peu la même chose. C'est que du coup, comme c'est un genre qui vient de la littérature, la majeure partie des œuvres qui répondent vraiment par rapport aux critères, même que celui qui expose Ultra, du coup, en fait, ce sont avant tout des œuvres littéraires, quoi. Oui, bah, là-bas, c'est un genre littéraire. Ouais. Mais voilà, juste pour préciser ma pensée, c'est, pour moi, tu vois, le fantastique, c'est quand t'inclus des éléments surnaturels dans un contexte réaliste, alors que la fantasy, c'est quand le contexte est déjà surnaturel à la base. Ouais. Du genre, effectivement, Harry Potter, t'as toute une société de sorciers qui existe, etc. C'est surnaturel. Il y a un truc qui est, voilà. Et même si pour les Boldus, les sorciers restent chelous, quoi. Oui, mais on voit l'univers. Mais ça fait partie de la cohérence de l'univers quand même, quoi. Et en fait, et en plus, c'est normal qu'il y ait que ces limites soient pas si limitées que ça, parce que il y a un effet quand même du fait que en anglais, le fantastique, ça existe pas. Je veux dire, ça existe, il existe. Le mot c'est The Fantastique, qui vient du français. Ils l'utilisent jamais, les mecs. Jamais ils vont dire ça. Ils vont te dire c'est un film de science-fiction, c'est un film de super-héros, c'est un film de machin. Et tout le reste, c'est de la fantasy. Donc forcément, t'as plein de trucs qui se retrouvent classés là-dedans. Dans la façon dont on définit les genres en France, le fantastique, parce que parlons de ce mot qui n'existe pas chez nos amis anglo-saxons. Il existe. Il n'utilise juste pas. Il faut vraiment être un prof de cinéma ou un prof de littérature pour utiliser The Fantastic. Là, on va avoir un film, on va avoir un bouquin, il s'inscrit dans The Fantastic. Personne n'utilise ça. Jamais entendu aucun Américain dire The Fantastic.
Ouais, ils vont choisir horreur. Ils vont choisir ça s'écrit quelque chose. Effectivement, ils vont choisir le mot horreur, le genre de Oui, l'horreur. voilà, ils vont pas. Mais voilà, si on définit la façon dont ont été fabriqués les grands genres de l'imaginaire, le fantastique, c'est un basculement progressif d'une réalité de tous les jours vers quelque chose qui la dépasse et qui la transforme en fait. Voilà, mais soit au niveau des perceptions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les personnages sont victimes d'hallucinations, soit au niveau réel, dans le sens où les personnages rentrent dans quelque chose qui n'aurait été pas accessible à l'origine. Mais voilà, mais tu prends le Seigneur des Anneaux, t'arrives, t'as des hobbits, t'as des nains, t'as des trucs, t'as tout ce qu'il faut. Tu prends même Game of Thrones. Game of Thrones, à la base, tel qu'on nous l'a vendu, si on l'a découvert à travers la série, t'as l'impression que c'est un truc un peu médiéval qui fait limite, bon, c'est dans un monde imaginaire, mais un peu réaliste. En fait, non, t'as toute une histoire de religion, t'as toute une histoire la magie, elle est les morts vivants, t'as le dragon, même avant que les morts vivants ils reviennent, parce que t'as toute une génération qui les a pas connus, quoi. Et même pareil pour les dragons. Mais t'as tout un tas t'as la magie, t'as des trucs comme ça n'étonne personne. Les gens se disent, ah bah oui, ça c'est, on sait, ça existe. Oui, c'est admis. Donc du coup, l'un des critères qui serait, du coup, pour qu'il y ait Dark Fantasy, il faudrait qu'il y ait Fantasy tout court, en fait. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Ok, est-ce que vous voulez, je sais pas, moi de mon côté, je prépare une liste avec plusieurs œuvres sur lesquelles je reviens, qui pour moi font partie de la Dark Fantasy. Ça peut être bien de je sais procéder pas comme si ça. vous avez fait pareil, je sais pas. Je fais plus ou moins pareil aussi. Ok, donc, moi j'en ai quelques-uns, j'en ai même qui sont un peu limitrophes justement, où je sais pas trop si ça s'inscrit là-dedans. Pareil, du coup, c'est vrai que c'est essentiellement littéraire pour moi, du coup. Il y a d'autres genres, mais je pense que je savais que vous allez en parler pour tous les autres supports, art, donc... je sais pas, tu veux prendre la main, Ultra, ou... Allez, tiens, commence. Comme tu le sens. Choisis ton art. Du coup, j'en ai parlé, Game of Thrones. Allez, on commence par Game of Thrones. Parce que, effectivement, tu lis les bouquins, la magie, elle est là, très rapidement. Tu joues au RPG, il y avait un petit RPG qui était sympa, qui était un petit peu à la Dragon Age, là, qui était, et dedans, bah ouais, t'arrives, t'as des classes, c'est magicien, quoi. Et parce que t'es un prêtre rouge, je sais plus comment il s'appelait, les trucs, enfin bref. Et, donc, est-ce qu'on est d'accord que ça s'inscrit là-dedans? Alors, du coup, ce qui est intéressant, alors pour moi, Game of Thrones, c'est de la Dark Fantasy, mais pourquoi c'est de la Dark Fantasy? Parce que, très rapidement, le monde est foutu. Je veux dire, il y a ce côté où c'est la merde. Westeros, c'est pas joyeux, quoi. Voilà, t'as une menace qui est au début principalement humaine, qui se transforme très vite en quelque chose d'assez surnaturel et qui est encore plus oppressant. Et ouais, tout le monde en chie un petit peu. Enfin, tu sens qu'il y a t'as ce mood qui est pas génial. Et clairement, ouais, vers la fin, ça dérive on est complètement même dans les clichés de la Dark Fantasy. T'as des armées de morts vivants, quoi. Enfin, tu vois, même si ça annonce pas une fin du monde en proprement parler, ça annonce quand même la fin d'une époque ou la fin d'une ère, quoi. Donc ça... Après, voilà, c'est une œuvre qui va piocher vraiment côté-là, quoi. Dans plein de sous-genres. Et parce que je veux dire, au début, tu lis le premier tome de Game of Thrones, c'est l'impression de lire Le Nom de la Rose, quoi. Tu vois, c'est en mode, on est sur quelque chose t'es sur une enquête un peu médiévale, tu vois, où tu essaies de deviner, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Ned Stark, machin. Ned Stark qui va enquêter sur la mort du mec, t'essaies de démêler les intrigues et tout ça. Mais t'as quand même ces éléments-là qui te disent, ouais, non, mais attends, il y a des trucs, t'as des mecs qui prennent le pouvoir, qui prennent la possession de loups dans la forêt, très très vite. Enfin, je veux dire, Et c'est d'ailleurs un des moments les plus sympas quand tu commences l'œuvre en littérature, c'est que ça, tu te dis, waouh, c'est génial, chacun a son nom, quoi. Bah alors, c'est bizarre, moi, c'est vraiment pas ceux qui m'ont accroché. Moi, j'étais là pour l'intrigue, tu vois, et ce côté, il se passe dans la forêt. Ouais, ces chapitres-là, ils sont un peu longs, quand même. Mais bon, après, voilà, chacun. Et l'autre aspect qui rend, moi, je trouve, et on en parlera sans doute après, une œuvre purement de Dark Fantasy, c'est le côté politique. Souvent en fait les choix des personnages en fait vont avoir des conséquences sur politique, sur l'univers en lui-même, généralement dans le sens de la dégradation de cet univers. C'est-à-dire que du coup tout va partir en couille en fait en fonction des choix que font les personnages par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur et souvent ces choix sont moralement discutables, très très souvent, et Game of Thrones en est complètement l'archétype, hein. C'est-à-dire que en fait tous les personnages font à un moment un choix qui les font passer du côté obscur, quoi. Enfin, et il y a une autre œuvre du coup qui répond comme ça, du coup c'est The Witcher, quoi, enfin le sorceleur. Ah bah oui, bien sûr. Forcément, voilà. Là pareil, t'arrives, hein, t'as des Kikimora, t'as tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, tu sais que c'est dans un fantasy e-check, dark e-check, parce aussi. que clairement c'est quoi, c'est la Pologne, hein. Voilà, quoi, c'est la Pologne dans les années 80.
avec des monstres. Tu vois, c'est forcément que c'est de la dark fantasy. Ouais, non, ils ont Ah ouais, clairement. tout l'aspect politique, la figure même du héros là, effectivement pour moi c'est un archétype d'Elric, notre ami Gérald, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement compétent, à la fois il souffre de failles et à la fois il fait face à des choix difficiles, que ça soit dans le jeu vidéo d'ailleurs qu'il le rend très bien, ou même dans le premier roman en fait. D'ailleurs, vous voulez vous initier à la philo, faut arrêter de lire le choix de Sophie, lisez le choix de Geralt, hein, parce que ouais, c'est clair. Ou le moindre mal, en fait. En fait, je pense que cette nouvelle dans l'univers de The Witcher, c'est un summum de la dark fantasy, en fait. Je veux faire le moindre mal. Et voilà, c'est à lire. Si vous voulez lire que un truc de ça, il y a un épisode de la série qui reprend tout cet arc narratif. Et non, franchement, oui, voilà, le côté en fait aussi dans The Witcher, monstres en fait. Les monstres, ils sont flippants. Ouais, et ils sont à tous les coins de rue. À tous les coins de rue, c'est-à-dire tu peux te faire bouffer par un noyeur comme ça, juste en chercher de l'eau, quoi. Enfin, le danger. Le danger est permanent en fait. Vous imaginez que dans le futur, il y a des gens qui écriront de la dark fantasy un petit peu ancienne, tu vois, et ils mettront dans le contexte d'aujourd'hui, ils diront ouais, il y avait des pédophiles dans toutes les rues. Il y avait des, je sais pas, des dealers. Il y avait des pédosatanistes. Des pédosatanistes, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Des islamo-gauchistes. Des islamo-gauchistes, ouais. Tu pouvais te prendre un parpaing. Tu prenais un parpaing. Tu passais dans une rue avec... Il y avait des parpaings qui tombaient, quoi. Voilà. Tu te faisais taper par la police. Enfin, tu vois, ce genre de truc, quoi. T'imagines l'époque dans laquelle ils vivaient. Et il y avait des trucs un peu magiques. Il y avait ChatGPT et Midjourney. C'est vrai que qui nique le boulot de certains développeurs 3D, compagnie, illustrateurs, auteurs et compagnie. C'est vrai que pédosataniste, comme terme, ça fait très dark fantasy quand même. Tu es entré dans l'antre du pédosatanistes. C'est à ce moment-là que l'épisode commence à partir en couille. Moi de mon côté, écoutez, moi j'ai commencé avec du ciné. Alors on a évoqué du Gremlins, je vais pas revenir dessus. Après voilà, je pense qu'on est pas vraiment d'accord, même si les positions sont pas trop éloignées, mais ça se joue sur quelques. Ça se joue à un chinois. Hein. Ça se joue à un chinois, exactement. Après, alors la raison pour laquelle je suis pas convaincu par l'argument du chinois, c'est parce que Gremlins c'est avant tout une parodie quand même. Et que le du coup, 2. je pense pas qu'il le 2 même surtout. Le 1, même le 1. La meuf qui raconte quand j'étais petite à Noël, il s'est passé tous les trucs horribles de la il y a un côté décalé, mais le 2 est vraiment lui, ah oui, non, il est à fond, c'est une comédie le 2. Sur le 1, effectivement, t'as quelques scènes marrantes avec le ciné où ils vont voir les nains et tout et quelques trucs, mais c'est quand même globalement moins marrant, je trouve, au niveau de l'humour. Dans ce cas, on a un problème avec notre ramen aussi, Ultra Cheese, on en parlera après pourquoi, mais ah ben, voilà. De ce point de vue-là, on a un problème avec notre ramen. Ah, ok. Et sinon, ouais, l'autre film que j'avais noté. Non, mais attends. Désolé. Non, parce que c'est pas le fait que ce soit une parodie qui me pose problème. Si je me dis, dans une parodie, est-ce que tu vas imaginer le lore du chinois qui est là, qui est juste le chinois cliché de base. Ouais. Ah, il est quand même plus premier degré, je trouve. Même s'il y a des éléments, t'as quelques éléments un peu décalés, mais globalement, on est quand même plus... Le mec, c'était le mec de la pub des Mystères de Pékin. Oui. Faut pas déconner. Et l'autre film, alors là, pareil, il y aura peut-être débat ou pas à voir, hein. Mais alors, justement, en préparant cette émission, je me suis dit, tiens, c'est quoi mon premier film? Donc, au début, je me suis dit, c'est peut-être Conan, et en fait, non. Voilà, Conan, on est vraiment sur la... de l'heroic fantasy. Et l'autre... Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il fait pleurer? Bien sûr qu'il fait pleurer. Est-ce qu'il fait pleurer les enfants? Il fait pleurer. Et il fait pleurer les adultes. Les adultes, je sais pas, mais les enfants, il les fait pleurer, bien évidemment. Est-ce qu'il fait peur avec un loup? Et ouais. Bah ouais, forcément. C'est l'histoire sans fin. Mais oui. Voilà, exactement. On est listé nulle part. Qui est listé nulle part. Il y a aucun site qui le liste comme un film de dark fantasy. Et c'est pourtant, moi, je trouve que c'est... Comme un film tout court, en fait. Je trouve que c'est 100 fois... Alors, t'as plein de trucs qui te citent Conan le Barbare. Alors que pas du tout, quoi. Alors que pas du tout. Alors que je trouve que l'histoire sans fin, c'est une putain de dark fantasy de base. C'est une initiation à la dark fantasy. Alors, juste pour rappeler juste deux, trois éléments qui font que pour moi, c'est vraiment de la dark fantasy et que c'est indiscutable. Alors, Tagbork, c'est le fameux loup, hein, la créature qui est au service du néant, qui a pour mission de tuer Atreyu, donc qui est ce petit amérindien qui se balade avec Artax. Hein? Voilà, c'est ça. Et sa mission, la version française. La mission d'Atreyu, c'est quand même de sauver Fantasia. Donc déjà, c'est dans le nom, hein, Fantasy. Et
qui est en train de disparaître, car les gens, les humains ont perdu espoir et ainsi que leurs rêves. Donc déjà on est plus sur la quête du héros solo qui va avoir des difficultés avec le danger permanent justement de Gmork qui est à 2-3 fois il est proche de le choper et de le tuer. Puis même t'as des dangers partout dès que tu mets un pied quelque part, c'est mouvant, enfin tu vois c'est ça. T'as des héros qui meurent pendant la quête. Enfin je sais pas, Artax, moi je pense à Artax, j'ai les frissons déjà. Je le revois s'enfoncer dans la boue et je vois Atreyu qui dit non Artax. Enfin voilà, moi je pleurais moi c'est quand j'étais petit. Merde, j'essaie de faire un cheval qui hennit dans la boue. Donc ouais. Plutôt un pigeon. Donc ouais, et l'enjeu c'est quand même l'apocalypse quoi, c'est la disparition de Fantasia quoi, donc on est dans le dark fantasy de base quoi, voilà c'est ça. Alors je crois que je sais pourquoi les gens le listent pas dans le dark fantasy. Ouais. Parce que la musique est jolie. L'histoire sans fin, c'est une histoire dans une histoire. Il y a une distance. Oui, ouais. Et à mon avis, ils se disent, bah non, si tu prends le contexte de l'histoire, c'est un gamin qui lit un bouquin. C'est un garçon qui lit un livre, ouais, voilà, c'est ça. Les gens sont cons. Ouais. Du coup, Dark Crystal, ça rentre aussi dans ce délire-là? Dark Crystal, c'est un film que j'ai jamais vu. Ouais. Je l'ai vu, mais j'étais tellement petit, je me souviens plus de rien. Mais c'est la même période, hein. Mais clairement, dans le mood, ouais, ça avait l'air. Hein. Ouais. Pareil, tu vois, je me suis posé la question sur Légende avec Tom Cruise. Que, en fait, j'ai vu tout petit, que j'ai pas revu depuis. Tout avait la même période aussi. Ouais. Et dans mon imaginaire, avec le recul, je me dis, ça avait l'air assez sombre. Genre la gueule, ne serait-ce que du méchant, là, l'espèce de diable rouge à cornes, qui faisait aussi, c'est le même acteur qui faisait ça, et qui joue aussi dans, ouais, c'est ça, Tim Curry, ouais, Tim Curry. Bref, et du coup, dans mon imaginaire, j'ai l'impression que c'est la dark fantasy, mais je peux pas l'affirmer parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que, voilà, faudrait que je le revoie, en fait. Mais voilà, c'est un candidat, peut-être. Ouais. Parce que t'as des licornes qui meurent et tout, de mémoire. Enfin, j'ai plus. C'est un truc un peu. Pour le coup, ça me choquerait pas. Ouais, voilà. Ça me choquerait pas dans les souvenirs. Je l'ai revu pareil il y a une quinzaine d'années à peu près. Et effectivement, c'est plutôt sombre. Ouais. Moi, j'ai un film auquel on pense pas forcément de suite parce que il est plus connu, on va dire. Pour ses qualités tout court que pour sa qualité de film appartenant à un genre, c'est Princess Mononoke, quoi. Ouais, il est dans la liste. Ouais, il est dans la liste, effectivement, qu'on a vu tous. Mais surtout, en fait, il coche un petit peu toutes les cases, hein. C'est-à-dire que c'est un monde en permission, bon, en transition, en fait, dans l'absolu, mais c'est la fin d'une période, celle des dieux, des kami, et l'arrivée de la modernité. Et que du coup, ce monde-là se meurt, en fait, et que, il y a la dernière bataille, et puis on est dans un monde purement fantasy, oui. Avec des créatures qui parlent, des démons. Donc voilà, moi je trouve que c'est une œuvre qui est assez majeure aussi dans la dark fantasy et qui est en même temps pas recommandable. Enfin, c'est pas le premier Ghibli que tu vas montrer à ta gamine ou à ton gamin, quoi. Si. Bon, dans l'absolu. Oui, dans l'absolu, ouais, c'est vrai. En tout cas, quand j'avais des maternelles, quand c'était le confinement, j'aurais pas montré Princesse Mononoke. Moi, je l'ai fait. En fait, je l'ai regretté instantanément. Au bout de 5 minutes, tu sais, quand tu vois le dieu sanglier fondre avec le sang, la peau, les os, enfin, j'ai fait merde. Il coupe la tête tranquille à Shitaka. Bon, ouais, tout va bien. Hein. Et quand j'ai vu ça, j'ai regardé du coin de l'œil, je fais, est-ce qu'elle va réagir? Elle a regardé ça normal, quoi. J'ai faim, papa. Pour Miyazaki, ça choquait pas qu'un enfant japonais regarde de 5 ans regarde Princess Mononoke. Mais je trouve que c'est une œuvre majeure, en fait, pareil, de la dark fantasy, alors que pareil, c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui vient, ouais. Le côté un peu Japon médiéval, je pense que ça. Il y a tous les ingrédients, et je pense que la principale nuance se joue au niveau des personnages. Qui sont pas véritablement en gros des gros connards, hein. Du coup c'est des héros quand même malgré tout positifs, même s'ils font face à des choix ou des dilemmes qui sont difficiles à résoudre pour eux, mais ils sont bons, quoi. Et c'est des personnages positifs, en fait. Ouais. Bah, du coup, pour rester dans l'animation japonaise, moi j'en ai un où qui apparaît pas forcément, qui saute pas forcément à l'esprit parce que il consiste pas à avoir des gens en armure à pointe dans des scènes sombres. Mais qui dans son univers me semble complètement là-dedans, c'est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ouais, carrément. J'y ai pensé, mais je sais pas. Ouais. On est dans un monde complètement claqué où tu sors de la ville, tu te fais manger.
Voilà, donc déjà on a cet aspect ouais, il y a un truc qui va pas. C'est fantastique parce que t'as des titans tout autour de la ville et bah t'as cette menace, ouais, les titans qui très vite brisent le mur et continuent leur avancée vers le centre de la ville, quoi. Et bon, t'as ce héros torturé qui, pareil, hein, doit faire des choix, Et doit ouais, faire t'as ces intrigues politiques, t'as pour moi les ingrédients, enfin les cases. Bah, les trucs, se ouais. cochent. Moi, j'ai douté sur justement le côté absence de magie, même si les titans, ils ont ce côté. Mais c'est ça qui m'a fait hésiter, quoi. Mais t'as quand même un côté fantastique. Et t'as de la magie, c'est une forme de magie. Enfin, t'as ce côté. Enfin, après, je veux pas spoiler non plus que ça, mais ouais, si, un petit peu de magie quand même, vite fait. Et mais par contre, voilà, c'est sûr que sur l'aspect, le traitement graphique en tout cas de l'œuvre, on est très loin de ce qu'on imagine quand on imagine quelque chose. Mais pareil, sur Princess Mononoke, c'est pareil, hein, on n'est pas non plus. C'est ça. On n'est pas sur les Dark Elves. Qui sont une des meilleures inventions, hein, d'ailleurs, les elfes noirs. Moi, j'ai noté pas mal de jeux vidéo. Je sais pas si vous avez d'autres trucs en dehors de jeux vidéo à moi, j'ai un peu de tout. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de tout aussi. Ouais. J'ai pas beaucoup en littérature, comme j'ai dit, mais après, voilà, on peut enchaîner de manière un peu comme ça. Ouais, ben moi, je me suis noté. Alors, j'ai fait ça par ordre chronologique. Hein, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Le premier jeu de Dark Fantasy auquel j'ai joué, moi, en tout cas, je le classe dans ce genre-là, c'est Parasite F2. Qui est pour moi n'est pas dans le survival horror à la façon d'un Resident Evil ou même d'un Silent Hill, quoi. Parce que t'as les effets de magie, t'as des pouvoirs de feu, d'eau, de vent, de terre. Bon, après t'as l'ambiance horreur, hein, forcément, c'est parti du genre. Et t'as une menace sur le monde, hein, puisque bah, tu dois aller, je crois que de mémoire c'est il y a un building qui envahit et par des créatures, tu dois y aller parce que bah il y a une menace plus grande qui pèse sur le monde. Donc voilà, j'ai mis ça. Je sais pas. Tiens, du coup, tu m'as fait penser à un jeu de la même période et qui en fait pareil coche toutes les cases. Pourquoi j'y ai jamais pensé? C'est Vagrant Story. Ah, c'est vrai. Ouais, l'univers, c'est la pure dark fantasy. Les personnages sont hyper troubles. Même ton héros que tu incarnes, en fait, tu t'aperçois que en fait, il a fait un peu comme Kratos. Il a assassiné sa femme et son gosse. Enfin, un peu, tu vois ça assez rapidement. Enfin, tu sais pas si c'est toi ou ton personnage. Bref, et il y a des dragons, il y a un univers sombre. En gros, c'est une bataille un peu perdue d'avance. Enfin, c'est un très bon exemple de dark fantasy c'est vrai. comme œuvre originale et pour le jeu vidéo, quoi. Après, il y en a un qu'on a tous fait, je pense. C'est Diablo 2. Bah, tous les Diablos, en fait. Ouais, tous les Diablos, hein, du manière générale, bien sûr. Et après, moi, par rapport à ceux auxquels je jouais, c'est Diablo 2, mais oui, la franchise Diablo, la franchise Diablo, c'est de la dark fantasy, hein, ça, bah après, ouais. Après, le côté, je me souviens plus si dans Diablo, le côté, mais non, en fait, on s'en fout. J'allais dire le côté surnaturel, est-ce qu'il est, concentré sur cette non, je pense qu'effectivement on s'en fout. On s'en fout parce que nous c'est là qu'on vit l'aventure et quand dans cet endroit-là les gens sont au courant, ils disent ouais non si il y a des démons ouais c'est ça. On va pas trop dehors la nuit, non. Il y avait un autre jeu, je sais pas si vous l'aviez fait, celui-ci c'est Primal, qui était un espèce de jeu action-aventure sorti en 2003. Je crois que j'ai joué 1 heure ou 2 mais pas plus, quoi. Je contrôlais une fille et qui pouvait se transformer, enfin qui pouvait aller dans différents royaumes et se transformer à chaque fois en créature un peu différente, et était avec une espèce de gargouille en pierre qui pouvait intervenir, enfin voilà. Et ben là en fait c'est pareil, il y a ce côté menace sur le monde, il y a un côté très médiéval voire gothique. Ça aussi d'ailleurs, hein, sur le côté gothique, je pense que ça fait partie un peu des codes de la dark fantasy, enfin pour certains. Voilà, dans ce jeu, c'est quelque chose de très sombre, il y a des créatures horrifiques et tout ça, de la magie, enfin, ça fait très dark fantasy aussi. Après, il y a Darksiders, donc là où pareil, on incarne War, voilà, un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Après, j'ai noté un qui est évident pour tout le monde, hein, c'est Skyrim. Ouais, carrément, Skyrim. Et voilà, après il y a les Elder Scrolls d'une manière générale, l'univers. Ouais, les Oblivion et tout, ouais, c'est bien sûr. Un univers qui est de Dark Fantasy pur et dur, hein. Je crois qu'il y a aucun des jeux qui est un peu optimiste dès le départ. Oh, dans un monde où tout va bien. C'est ça. Non, c'est horrible. Bah, en fait, il y a déjà pas mal de RPG, en fait. Ouais, bah, tu prends tous les Dragon Age, pareil, c'est un univers de Dark Fantasy, Dragon Dogma Horizon. Ouais. Même le vieux Goose and Ghost, hein, quelque part. Ouais. C'est Legacy of Kain. Ouais, Legacy of Kain. Ouais. Qui est pareil. Pour lui, il transpire la Dark Fantasy de tous ces sports. C'est ça. Darkest Dungeon aussi. Ouais.
Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup... Dans le genre, dans le jeu Ouais. vidéo, en tout cas, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'en ai peut-être un où vous allez peut-être pas être d'accord, je sais pas. Breath of the Wild. En Dark Fantasy? Ah, On est dans de la fantasy. ouais. Il y a une menace qui va détruire le monde. Hein. C'est Ganon qui est dans son château et qui est en train de... Enfin, pendant que Zelda et Link dormaient, il a foutu la merde. T'es dans un monde qui est pété. En fait, c'est coloré, alors on s'en rend pas compte, mais globalement, t'es dans Elden Ring, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un joli Elden Ring, ouais. Je veux dire, mais c'est très coloré. Mais sur le mood, sur l'ambiance et l'histoire qui s'y déroule, on est sur une trame de quelque chose d'assez dark, en fait. Après, peut-être que Link, il souffre pas assez, peut-être pour classer ça en Dark Fantasy, tu vois. En fait, c'est un peu joyeux quand même, globalement. On touche un petit peu un des critères, effectivement, pour moi, qui est important, c'est le personnage de Dark Fantasy. Ouais. En gros, c'est un héros masculin torturé à la moralité douteuse, ce qui est pas tout à fait le cas de Link dans l'absolu. Link, c'est vrai qu'en tant que silent protagoniste, la plupart du temps, on sait pas, ses intentions, c'est celle du joueur, quoi. Ouais. On peut savoir ce qui lui est reproché à certains moments, mais en tout cas, on sait pas si vraiment, est-ce que ça représente le point de vue de Link. On se le fait nous-mêmes. Mais effectivement, en dehors du critère du personnage principal, l'univers, il répond carrément, quoi. Oui, ouais. On n'est pas loin, mais ouais, moi je le mettrais pas dedans, mais on n'est pas loin en tout cas. Bon, du coup, toute l'œuvre de From Software, quoi. Oui, ça, oui. Alors, si on n'en parle pas 2 minutes au moins, mais si on en parle en large en travers. Bon, c'est un peu ce qu'on s'est dit en off, on va pas faire un ramen sur Elden Ring ou un Dark ou quoi, parce que on a fait la spéciale l'autre Miyazaki ou numéro 15. Ou au numéro 15 exactement, où on en parle de fond en comble, et je pense que voilà, c'est pas, ou même celui avec le monde qui parle des mondes ouverts, je crois que c'est celui d'après, où là on parle d'Elden Ring vraiment. Enfin, donc je pense que c'est, voilà, on n'avait pas fait un doublon, mais oui, effectivement, ces jeux-là, ils en font partie de manière. Alors, j'en ai un autre. Même Bloodborne, enfin bref. Ouais. Qui est peut-être un petit peu limite aussi. Ouais. Et pareil, on va se retrouver avec cette même histoire du personnage. Il y a de la torture. Il y a de la torture psychologique. Mais, est-ce que le personnage y participe activement? Je me souviens plus. La série des Kingdom Hearts. Ah. Et pareil, c'est très coloré. Du coup, ça ressemble pas du tout à ce qu'on attend quand on parle de Dark Fantasy. Mais est-ce que ça coche pas les cases? C'est dark, quoi. Il est tendu, celui-là. Ouais. Il est tendu parce qu'effectivement, ce qui s'y passe. Encore une fois, voilà, le fait que, du coup, ça y réponde pas tout à fait, c'est qu'on est proche du conte macabre, en fait, enfin, du conte sombre, plus que de la Dark Fantasy pure et dure. Mais c'est parce que aussi, c'est un agrégat d'univers assez incroyable, les Kingdom Hearts, quoi. Enfin. Mais effectivement, oui, c'est la merde. De toute façon, s'il y a un truc qui devait résumer de l'épisode, c'est la merde, la Dark Fantasy. C'est pas assez de la merde, c'est la merde. C'est un Dark Final Fantasy. Ouais, c'est un Dark Final Fantasy. Ouais. Slash Disney. Moi, il y a un jeu aussi qui était dans la liste et que je trouve effectivement qui m'a marqué à l'époque quand j'avais joué chez Maître Jérôme. American McGee Alice. Donc détournement horreur de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui m'a mis une putain de claque. Ouais, lui il a à fond Dark Fantasy. Alors, donc j'avais adoré ce jeu-là. Castlevania qui est un petit peu à la frontière, pareil, entre le jeu d'univers fantastique et de la Dark Fantasy. Mais là pareil, le héros est peut-être pas assez mis en valeur. Dans un Dragon Age par exemple, on a tous les dilemmes du héros en permanence. Pour les jeux vidéo, Pour les jeux vidéo, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de... Parce qu'après, il y a des trucs, t'as des jeux comme Medieval, des trucs comme ça. Oui, ou les Castlevania, ou... Ah, non, attendez. Non, il y en a un, quand même. Nier. Oui. J'ai pensé à Nier. Nier, il est complètement là-dedans. Oui et non. Pourquoi non? Pour moi, c'est plus SF. C'est la SF Dark Fantasy. Attendez, je parle pas de Nier Automata, je parle de Nier. Le tout premier, Nier Replicant, je l'ai pas fait. De Drakengard et ça, mais ouais, je peux pas le juger. Nier Replicant. Parce que Nier, on vit une double apocalypse dans 2 temps différents, et il y en a un où il y a de la magie, là, tu n'as pas de magie. Et il y en a un où t'es clairement dans un monde de fantasy, ouais, c'est dark. Ouais, t'as les personnages qui sont torturés en permanence. Carrément. Ouais, effectivement, j'avais pas pensé, mais effectivement, Nier, ça coche toutes les cases aussi. Et du coup, j'ai pas joué à Drakengard, mais j'imagine que Drakengard pourrait possiblement s'inscrire dans ce genre de mood. Il y avait Code Vein aussi, on avait fait. Ouais, Code Vein qui rentre en voilà, il y en a plein. Hein. Dans les jeux, finalement, dès que t'arrives dans du RPG, très vite t'en trouves beaucoup. En fait. Ouais. En dehors du jeu vidéo, j'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom sur les BD, les mangas, éventuellement les animes. Les animes, on en a déjà un peu parlé, mais surtout BD, manga.
Alors effectivement, je pense qu'on refera un petit passage sur Berserk, mais on va aller garder ça pour la fin de cette partie-là. Moi, je pense aux Chroniques de la Ligne Noire, en fait, en BD, qui est de la dark fantasy pure et dure. Pareil, c'est presque une œuvre fondatrice du genre, qui malheureusement s'est dévoyée à force de faire des numéros. Enfin bref. Au bout d'un moment, en fait, c'est le personnage qui est effectivement un peu comme Elric, c'est-à-dire au début. Bon, ça va, il a l'air quand même plutôt positif, et en fait, au final, sa quête de puissance le fait qu'il part en couille, en fait, quoi, tout simplement. Et il y a aussi Bastard, qui est un petit peu, voilà, le parent de Berserk. Donc il y a beaucoup de mangas en fait qui se réclament un petit peu de ce genre-là, et Bastard voilà, ça tourne un petit peu aussi dans le comique, hein, enfin pour la version animée que j'ai pu voir, je connais pas trop le manga. Mais pareil, dans un univers qui est en train de crever, et c'est le seul personne qui peut le sauver, c'est un archimage qui était l'ennemi suprême 100 ans avant, quoi. Avant que l'univers était en train de crever. Il y a des armées du mal, enfin bref, non, ça chie bien. C'est pas dans le même genre que Berserk, parce que c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus tiré sur l'aspect magie. Mais c'est bien chouette quand même. Regardez Bastard. Moi, j'ai beaucoup hésité, moi, quand je préparais le sujet, pour les mangas, donc je trouvais autre chose que du Berserk, hein, évidemment. Et il y en a un qui m'est venu, mais finalement, je suis pas à 100% décidé, donc alors écoutez, on va voir peut-être le débat à 3. Vas-y. Est-ce que vous aviez lu, ou est-ce que vous avez regardé le manga Kyo? Non, Kyo, non. Samurai Jeeper Kyo. Ça me dit rien. Non. Alors, pour vous présenter un peu le truc, c'est... alors, ça se passe 4 ans après la bataille de Sekigahara, qui a été une bataille fondatrice. Avec, comment elle s'appelle Le 3e Hokage. Ce qui passe au XVIIe siècle japonais, c'est ça? Ouais, c'est ça, 1600. Avec Iematsu, enfin bref... les Nobunaga, les Tokugawa contre les Toyotomi. Ouais, voilà. Et donc ça se passe 4 ans après cette bataille-là, qui est fondatrice dans l'histoire du Japon. Et en fait, on suit au début donc Kiyoshiro Mibu, qui rencontre une fille qui s'appelle Yuya, et en fait elle l'arrête parce qu'elle est chasseuse de primes, et elle est persuadée que c'est Kiyo, c'est quoi déjà son nom, Kiyo le démon, qui aurait tué soi-disant plus de 1000 personnes et tout ça. Et donc lui dit que c'est pas lui, enfin bref. Et un peu plus tard, ils se font agresser par des brigands, et d'un coup ils vrillent, et en fait t'as Kiyo qui prend la possession de son corps et qui défonce tout le monde. Donc de là, on comprend que dans son corps est enfermé Kiyo aux yeux de démon. Et à un moment donné, Kiyo va prendre vraiment le contrôle de Kiyoshiro. Donc ce sera que lui qu'on verra. Et il va vouloir en fait partir à une quête pour retrouver son corps à lui, et se dissocier de Kiyoshiro. C'est ça qu'il veut ? Ouais. Je pensais qu'il voulait juste une dernière danse. Et donc le manga part sur cette histoire-là. Et ce qui me faisait penser à la dark fantasy, bon, même si ça se passe dans le Japon médiéval, c'est que en fait tout le long t'as les héros qui souffrent. C'est une boucherie, quoi. Ils passent leur temps à se battre et à prendre cher. Donc c'est vraiment un parcours semé d'embûches. Il y a des morts un peu dégueulasses et tout. T'as un peu des créatures. Mais en fait là où j'étais pas sûr, c'est par rapport au côté fantasy. C'est-à-dire t'as des attaques et tout, mais en fait ça fait très shonen. T'en as qui ont des pouvoirs un peu de glace et tout ça, donc t'as le côté pouvoir, mais je sais pas. Disons que dans la vie réelle, c'est pas encore prouvé que ça existe pas tout ça. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est sur ce manga, enfin après mieux réflexion, je me suis dit, est-ce que ça rentre vraiment dans toutes les cases? Ça en remplit certaines, oui, mais sur d'autres je suis moins sûr. Du coup, bon, après vous l'avez pas lu, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça a l'air sympa du coup. Mais c'est top, hein. Ouais, c'est top. Je crois que c'était produit, enfin c'est paru de 99 à 2006, il me semble. Donc voilà, c'est sorti depuis un long moment. Ouais, ça fait 20 ans que c'est fini bientôt, quoi. Bon, du coup Berserk, oui, alors moi Berserk, j'ai vu que la série animée. Je reviendrai peut-être plus tard pourquoi j'ai mis longtemps à me pencher sur Berserk, mais du coup j'ai vu que la série animée. Il me semble que toi aussi, hein, Ouais, j'ai vu du coup la première partie. J'ai pas encore vu la seconde, okay, avec Puck et compagnie. Oui.
Mais du coup, la première partie, je trouve qu'elle elle est aussi emblématique que voilà, Elric des Dragons, enfin toutes les œuvres qu'on a parlé qui cochent un peu toutes les cases, quoi. Bah, si déjà on commence sur cette partie-là, là pour le coup, ça fait plus du médiéval fantastique sur cette partie-là. Ah, on a les pizzas qui sont arrivées. Ouais, donc du coup, tu disais Berserk. Tu as vu que l'animé. Berserk, Berserk, donc j'ai vu que l'animé. Et mais ouais, donc ouais, la première partie, enfin, j'ai envie de dire même si on reste que sur la série animée pour commencer, les 3/4 de la série, c'est de la fantaisie, c'est même pas de la fantaisie, j'ai envie de dire, parce que à part à un moment donné où t'as un épisode où t'as peut-être un petit élément fantastique, mais globalement c'est médiéval, ok, mais t'as pas d'éléments de fantaisie, t'as pas de magie, t'as pas de créatures. Ouais, on est vraiment dans la high fantasy limite même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, à un moment donné, t'as un point de bascule avec... bon, il y a un élément dont je vais peut-être pas parler si tu l'as pas vu, mais en tout cas, à la fin, il y a l'éclipse, voilà, et c'est ce qui, après, déclenche tout le reste dans la série. Il y a un petit côté, quand même, l'aspect politique qui est assez important, et qui fait que on pourrait le mettre dès le départ dans la Dark Fantasy, et le côté, je reviendrai pour une des œuvres que j'ai parlé en littérature, bande de mercenaires, en fait. Voilà. Du coup, il y a cette prise de pouvoir, en fait, cette influence, on va dire, d'une bande de mercenaires sur un royaume. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est assez un petit peu particulier. C'est-à-dire que même le personnage de Griffith, en fait, est véritablement vraiment une superbe façon de montrer un personnage hyper torturé. La moralité extrêmement douteuse. Enfin, il y a vraiment plein d'indices, en fait, qui se dire, ça va partir en couille, ça va partir en couille. C'est pas encore la merde dans le monde, mais ça, je sens que ça va arriver. C'est vraiment eu cette sensation-là que j'ai eu en lisant la première annonciateur, bien sûr. Et ça qui est très bien fait dans Berserk, quoi. C'est ça qui est tragique. En plus, bon, moi, depuis, je commençais à lire le manga, du coup. Et, donc, en fait, la série animée qui montre le passé de Gus, Griffith, tout ça, et la troupe du faucon, c'est en fait, ça résume les tomes 4 à 13, grosso merdo. Et en fait, au début, quand tu commences à lire le manga, t'es déjà donc sur ce qui s'est passé après ces événements-là, donc quelques années après, où t'as un Gus qui pour le... Enfin, déjà, son nom veut dire trip, quand même. Oui, déjà, il y a ça. Et qui est très, très sombre, quoi. En fait, lui, il est... Ah, c'est déjà la merde, en fait. C'est ça. J'avais lu le premier tome, et quand du coup j'ai vu l'animé, je fais... En fait, c'est que le gars, son histoire, il porte une marque maudite qui fait que du matin au soir, il est traqué par des créatures, quoi. Donc, enfin, surtout la nuit. Et en fait, le gars, tous les jours, c'est la merde pour lui, quoi. Il est obligé de se battre et après il vire en mode berserk justement parce qu'il fracasse tout le monde avec sa force dantesque, quoi, et son épée qui est immense. Et... Oh, en parlant de dantesque. Ouais. Devil May Cry, hein, effectivement. Mais ouais, bon, après voilà, c'est un personnage qui souffre. Enfin, la souffrance, ça fait partie de la défi, enfin du manga, quoi. C'est de la souffrance tout le temps, quoi. Donc ouais, non, Dark Fantasy, je pense que là c'est une évidence, et c'est peut-être, comme on l'a dit un peu tout à l'heure au début, c'est l'œuvre qui représente qui définit le mieux la Dark Fantasy. Genre, ouais, effectivement, parce que du coup il y a vraiment cet héritage horreur qui vient assez à la fin de la première partie, hein, mais voilà, qui est absolument, enfin, quand tu vois le bestiaire, c'est un bestiaire qui est torturé, enfin c'est que des créatures qui puent la souffrance, enfin c'est au-delà du côté créatif du trait de Kentaro Miura en plus qui fait des planches de fou furieux, qui on va dire, je sais pas, donne une résonance à ces planches que tu peux pas avoir. Enfin, tu sentais la perfection dans ce qu'il faisait, que c'était du travail qui lui prenait des semaines et des semaines. Et bon, d'ailleurs, il y a eu des tomes, il y a eu des soucis, hein, de date, de respect des échéances et tout. Tellement le gars était perfectionniste qu'il y a des planches, parfois tu t'arrêtes 10 minutes pour regarder juste tous les détails. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est sublimé par le trait de Miura, tout ça, qui malheureusement n'a pas pu aller au bout de son œuvre, quoi. Il fallait peut-être se dépêcher un petit peu. Ouais. On verra si le gars de One Piece y arrive. On verra aussi si le gars de Game of Thrones y arrive aussi. Oh putain. Bon, la série fille. Les romans, non? Ouais. Je les lis pas. Je les ai arrêtés. J'ai arrêté au top 10. Après, j'ai regardé la série. 10 ans plus tard, quoi.
En termes de littérature, si vous voulez, j'en ai un qui est un peu tendu aussi. Pareil. Ah, cool, comme ça c'est une Ouais, bonne moi j'aime bien, transition. j'ai Ouais. cherché tous les tendus. Ouais. Tous les trucs auxquels personne ne pensait, mais je me suis dit, ah bah écoutez, ça dépend des définitions qu'on prend. Imagine un monde qui est claqué. C'est un monde où Il y a que des mondes claqués, de toute façon. la vie est souffrance du quotidien. Et il y a des sacrifices qui sont obligés d'être faits régulièrement. Et toi, tu suis l'histoire d'un mec comme ça, qui vit ce sacrifice. Et ça va être sa vie maintenant. Sa vie, ça va être de traverser un élément. Et dans cet élément, il trouvera de la magie, des êtres surnaturels, et peut-être des vérités et d'autres choses comme ça. Cet élément, c'est le vent. Ah, t'es sûr? J'en étais sûr. Je me suis dit, il va pas aller sur la horde du contrevent quand même. Si. D'accord. Ouais, la horde du contrevent, Dark Fantasy. Je sais pas. Ouais, Bah, ça dépend jusqu'où t'as lu, en fait. c'est une œuvre qui est, je pense que si le mot. Qui est inclassable. Ouais, voilà, c'est le mot hybride, je pense que c'est le meilleur. Mais en tout cas, sur le mood, ouais. il y a ce mood de t'en chies en permanence. Ouais, puis oui, ça, oui, la au-delà de ça, souffrance, en fait, elle est centrale aussi. l'univers Ouais. chie, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'envoyer des hordes, en fait, pour éviter que tout le monde en chie, en fait. Voilà. Qui ne vont jamais au bout, en plus. C'est-à-dire que Et c'est encore en une fois, numéro voilà. 34, quoi. Enfin, C'est pas une armée de zombies que tu vas affronter. Ouais. Mais, attendez, je peux m'en permettre un deuxième petit vite fait, là? Ouais, Allez, Parlant ouais, d'armée de ouais. zombies. Parce que des zombies, on est d'accord que c'est de l'horreur, c'est du fantastique. Habituellement. C'est plutôt de l'horreur. Ouais. C'est plutôt de l'horreur, plutôt du fantastique. Ouais. Mais, quand t'arrives dans un monde où le zombie c'est normal, déjà. Mm. Parce que ça fait longtemps. Ouais. Ça fait quelques temps, et le zombie c'est normal. Genre, tu penses The Walking Dead. Où t'as The Walking Dead, alors c'est contemporain, comme Harry Potter. J'essaie de tester les limites de définition. Non, c'est de la low horror fantasy. Parce que dans Walking Dead, c'est pas les zombies le problème. C'est les intrigues entre groupes, les interactions entre les humains, etc. Ouais, mais le game changer, c'est quand même les zombies, quoi. Ça allait bien jusqu'à que les zombies débarquent, quoi. Mais il y a pas les zombies qui débarquent dans The Walking Dead. Les zombies sont là dans The Walking Dead. Ouais, enfin, ça dépend. Si après si tu prends le principe que Fear the Walking Dead, c'est canon et c'est a priori le cas dans la franchise. Dans Fear the Walking Dead, ça se passe, c'est la société de maintenant, quoi. Et là, ça D'accord. part en couille. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Et t'as des persos après de Mais Fear the je Walking Dead considère dans pas la cette série. Les personnages sont trop énervants. Ils méritent pas d'être Ah, ça, considérés. ils sont insupportables. Moi, j'ai arrêté au bout de la 3e saison, je crois. Et c'était déjà trop. quoi. Ok. Bon, alors, attendez. Je vous en fais un dernier qui est limitrophe, là, qui est en mode où Vas-y, pousse les limites. Est-ce que ça peut être compatible avec de l'ASF? Oui. Du genre des trucs comme ah merde, comment ça? Ah merde, j'ai plus celui-là. Le truc qui ressemble, qui est une sorte de que les gens lisent, tu vois, sur les forums, les gens te disent ouais, en fait, c'est un Warhammer. C'est un Warhammer 40 000. Mais Bah, Warhammer, c'est de la dark fantasy aussi. Hein. ouais, Enfin, voilà, c'est mais très je sais inspiré plus, de. putain, ce film, comment il s'appelle? Avec le mec qui est dans l'espace, il traverse une faille et il se passe des trucs. C'est avec Ah, ça me parle. cet acteur. Ah, mais c'est terrible parce qu'en fait, c'est pas ça dont je voulais vous parler. T'es pas en train de parler d'Interstellar, là? Non, quand moi, j'ai même. pensé à ça aussi, j'allais mais- dire, Non, je si, vous parle pas c'est pas ça. d'Interstellar. Non. Et en fait, non, c'est pas de ce film. Ah, merde. Traverse une faille. Clairement, il traverse une faille, il y a un truc qui se passe, il y a une sorte de démon qui vient dans son vaisseau. Ça me parle aussi, mais là, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, je ne retrouverai pas. Non, alors attendez. Si vous l'avez, Imaginez dites-le dans le chat. donc un monde futuriste. Mhm. Futuriste. Il y a une menace fantastique qui vient pour détruire le monde. Le personnage, c'est le plus torturé de l'histoire Des personnages torturés. des personnages torturés. C'est un petit peu le jeu, essayez de deviner ce que c'est. Hein. Le personnage, il est torturé, mais il est méga torturé. J'ai l'idée, C'est mais... dark. C'est ultra dark. Ça va très très loin. Ça va, que ce soit interne au personnage, il a des choix à faire tout le temps. Des choix du genre, ah, tu veux pas faire cette mission? Bah, c'est pas grave, c'est elle, là, elle est sur une civière, elle va le faire à ta place. Et c'est... Donc, une série, un film, du coup? Non, Il y, un jeu. y a tout. À la base, c'est une série animée. Ça a été décliné en manga. Ça a été décliné en plein de jeux vidéo qui sont jamais sortis en France. Ça a été décliné en film, en plusieurs films qui racontent la même histoire tous, de différentes manières. Ça se passe vraiment dans le futur. Il y a... Final Fantasy. Non. Ah, j'ai... Alors attendez, j'avais pas pensé à l'aborder comme ça. Je pensais pas vous le faire en mode devinette. Je vais voir ce que j'ai noté. J'ai rien noté. C'est Donc, un animé? C'est l'animé le plus dark de l'histoire. Pas Goldorak? Non. Il y a toute une partie mystique et religieuse. Et tout le monde est au courant. Il y a des êtres surnaturels qui viennent pour détruire la Terre. Ils attaquent principalement Tokyo. Ah, Evangelion Evangelion. C'est
C'est pas Evangelion? Si. Ah, ça va, merde. J'ai cru que j'avais tort. Tu sais que j'ai pensé en plus à Evangelion pendant la préparation du truc. Ouais. Alors moi, j'ai cherché pour voir s'il y a quelqu'un dans le monde, et il y a un mec qui a fait les gars, est-ce que Evangelion, ce serait pas la Dark Fantasy? Puis un mec qui a fait, bah non, c'est plutôt de la SF. Il fait, ouais, mais regarde les ingrédients. Oui, Puis le gars, il lui a côté. répondu, il y a un forum où il y a un mec qui T'as dit les ça. anges et tout, t'as le Voilà. truc. Ouais. Puis un mec qui dit, les ennemis s'inscrivent dans le type d'ennemis qu'on trouve dans la Dark Fantasy, c'est vrai. C'est ça. Et c'est la seule discussion qu'il y a sur Internet. Ouais. C'est la Dark SF. Non, mais je me suis posé la même question en préparant le truc et. Enfin non, je dis ça, c'est le seul lien sur lequel j'ai cliqué, c'est le premier lien dans Google en fait quand tu cherches. Est-ce que ouais, mais forcément, il y a un mais je veux mot-clé. dire, mais ça m'a fait rire qu'il y ait cette discussion qui a été close très vite. C'était sur est-ce que vous pensez pas que c'est la Dark Fantasy? Moi je sais pas, le premier qui fait, moi je sais pas trop qui fait. Moi peut-être. Et il y a jamais eu de réponse, tu vois, sur ce forum où quelqu'un se posait la question. Ouais, non, il y a tous les ingrédients parce que ça signe aussi la fin de la fin du monde. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Donc oui, de Dark Fantasy, non, je te suis. Ouais, Pour moi. Ok, j'y croyais pas à celui-là, franchement. Ouais, carrément. C'est contre-intuitif, mais vous m'avez plus suivi là-dessus que sur l'ordre du contrevent. Ouais. Pas, la Horde contre c'est trop hybride. C'est vraiment une œuvre trop hybride. Ok. Est-ce que t'avais autre chose dans... En littérature, j'ai un paquet d'œuvres en fait. Du coup, je vais être plutôt en mode reco parce que le temps a passé. Si Freddy. Hein? Je préférais celle de tout à l'heure. Bon, je parlais de Clive Barker avec son univers jeunesse avec Kabarat, qui est peuplé de monstres, une espèce d'Harry Potter mais de l'horreur. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de comment dire. Ah putain, attendez. On avait dit qu'on lisait pas le chat. Ouais. Mais Ram de Mars, merci. Event Horizon. Oui, mais j'y ai pensé à Event Horizon, c'est la Dark SF. Ouais, effectivement, j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit, effectivement. Mais du coup, je pouvais pas mettre de la fantasy là-dedans. Mais c'est carrément de la Dark SF. C'est-à-dire que c'est un de mes films cultes. Mais effectivement, oui, c'est pas la fantasy dans la mesure où il arrive, le gars, il est dans une station spatiale normale, il y a rien, c'est ce qui lui arrive là qui est chelou. Donc, on vient de créer un genre grâce à l'aide de RAM, la Dark et d'Ultra Chili, la Dark SF. Du coup, ouais, voilà, je parlais de Clive Barker, donc avec Kabarat, qui sont une œuvre jeunesse à partir des peintures qu'il a fait, donc vraiment une œuvre un peu plurimédia. Il y a plein de romans comme Secret Show où effectivement l'ambiance au départ c'est plus fantastique. C'est un gars en fait qui se retrouve à la croisée des lettres au milieu des États-Unis, au milieu de nulle part. Et comme il se fait tellement chier en fait dans son boulot de tri postal, il commence à lire les lettres. Et là, il découvre qu'en fait, il y a des échanges un peu bizarres qui se passent entre les gens. Et il découvre un peu un espèce de pouvoir, en fait, qu'on pourrait assimiler à de la magie, qui s'appelle l'art, en tout cas dans la traduction française, avec un grand A. Et il part en quête de cet art, et en fait, c'est là, le monde bascule, en fait. Voilà, du coup... Et beaucoup d'œuvres de Clive Barker, en fait, suivent cette dynamique-là, en fait. Il y a le Royaume des Devins aussi, il y a Imagica. Et suivent cette dynamique où effectivement on rentre dans un roman qui est quand même plutôt fantastique au début, avec des univers qui lorgnent vers de la dark fantasy en termes de créatures, en termes d'ambiance, et ce qui fait d'ailleurs que ces œuvres sont très très hybrides aussi, même s'il est classé aux États-Unis dans l'horreur, pur et dur. Donc j'ai parlé de Michael Moorcock avec tous ses héros, donc Elric, Hawkmoon, Eric Ozé et Corum. Donc c'est tous des facettes du champion éternel dans un multivers où donc où il y a plusieurs dimensions qui cohabitent et en fait dans ces univers c'est dominé soit en général par deux forces antagonistes, des dieux qui les représentent, soit la loi et soit le chaos. Et Elric par exemple justement du coup c'est un serviteur du chaos en fait. Et par moment il invoque son seigneur Ariok. Sauf que c'est un personnage fondamentalement torturé, mais positif en fait. Il veut faire le bien, mais en fait il échoue complètement à chaque fois, quoi. Voilà, dans toute l'œuvre de Moorcock. Il y a ce que je suis en train de relire, La Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est... Enfin, c'est juste une tuerie sur pattes. Ça raconte l'histoire d'une bande de mercenaires, la dernière compagnie franche des Ketovars, dans un univers où c'est la guerre, c'est la merde partout. Et après un siège où ils se sont fait trahir et que du coup ils sont obligés de fuir, ils se font engager en fait par la dame. Sauf que la dame c'est the most evil person in the world. Et du coup ils se retrouvent au service du mal en fait. Et sauf que bon eux c'est pas des tendres, mais que du coup
ensuite cette histoire, et elle est consignée par Toubib, qui est le médecin, mais aussi analyste. Donc... C'est original, hein. Hein? C'est original. Non, je veux dire, non, parce que déjà, l'art, il s'appelle l'art. Le médecin, il s'appelle Toubib. Enfin, vas-y, il veut pas trouver un dictionnaire, le mec qui a écrit ça, quoi. C'est deux auteurs différents. Ah, pardon. Et du coup, voilà, c'est vraiment tout le cycle de la Compagnie Noire, c'est vraiment super top. Donc, on a déjà parlé de Trône de Fer de Witcher, La Tour Sombre de Stephen King. J'ai fait en parler, ouais. Après, j'ai lu que le premier tome. Donc, ouais, pareil, j'ai pas trop décroché. Est-ce que t'as l'Assassin Royal dedans, pour Bozo? Ouais, allez, l'Assassin Royal aussi, ça peut y rentrer, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup trop positif pour être de la pure dark fantasy. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas encore lu, la saga en 10 tomes de Steven Erikson, Livre des Martyrs. Mm-hmm. Il y a tout un pan de la fantasy française avec notre chère Estelle Faye, oui. Les Seigneurs de Bohème, qui est de la dark fantasy pure et dure. Il y a, même si là certains pourraient me contester, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, qui... Mais je me souviens plus, il y a pas de fantastique dans Gagner la guerre. Il y a de la magie, en fait. Il y a de la magie. Ouais, il y a de la magie, en fait. Je me souviens plus. Ouais. Il y a de la magie, en fait. Elle est très, il y a des elfes. En fait, tous les ingrédients sont là dans Gagner la guerre. Il y a des elfes dans Gagner la guerre. Ouais. Il y a des elfes et tous les éléments en fait sont très ouais, en fait, parce que très fluides, en fait. Parce que c'est centré beaucoup sur les humains, en fait. Mais c'est ça, parce que j'en ai clairement aucun souvenir de ces aspects-là. Et pourtant il y a des personnages d'elfes qui sont très très importants dans le personnage. Gagner la guerre, c'est Benvenuto Gesufà. Ouais, c'est ça. Donc pour moi ça fait partie de la dark fantasy. Il y a petite dédicace aussi à Ram pour cette œuvre-là, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau, pour moi qui est un monument de dark fantasy francophone, parce que l'auteur est belge. En gros, ça raconte l'histoire d'une fuite, en fait, pour trouver le roi du Nord. Ram me corrigera si je dis des conneries, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et que du coup c'est une quête d'un petit groupe qui doit traverser tout le pays, sauf qu'ils savent pas où est le roi du Nord, et c'est le seul qui permettrait de renverser la chute du royaume. Et il remonte un fleuve, en fait. Il remonte un fleuve, et tout ce fleuve là, en fait, du coup c'est peuplé par des créatures, des dieux, etc. Sauf que en fait ça se passe pas du tout comme prévu, et que ces créatures, ces dieux là, elles sont flippantes, en fait, très très flippantes. C'est un petit peu comme quand tu remontes l'Uvonne la nuit, tu peux tomber sur des trucs chelous. Mais j'en dirais pas forcément beaucoup plus. Il y a une partie de l'œuvre de Ian Abercrombie, Servir froid. Il y a ce que j'ai déjà parlé dans plusieurs Teriyaki, les romans d'Aurélie Weinstein, avec le dieu oiseau, les loups chantants et le roi des fauves. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais parlé de roi des fauves. Ça me parle, ouais. Et voilà, donc du coup ça en littérature, en fait c'est un genre qui est extrêmement populaire, en fait, et populaire aujourd'hui. Oui. Je pense qu'une œuvre sur deux qui sort en fantasy, en fait, c'est de la dark fantasy. Et surtout en animé, en fait, parce que tout ce qui marche en ce moment, que ce soit Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Goblin Slayer, etc., Chainsaw Man, c'est effectivement, c'est un genre, voilà, pour moi c'est un peu une conclusion, c'est un genre qui est en train de, même notre ami Robin de Guild Studio, effectivement, son œuvre c'est de la dark fantasy. J'avais demandé, j'avais posé la question parce que du coup j'ai pas lu. J'avais posé la question. La Guilde des Marchands de Pluie, c'est dans le genre de voilà, donc du coup il y a cette question effectivement comment on peut définir, du coup là pour finir un petit peu le débat, parce qu'on sait bien pour moi il y a vraiment la question du personnage. C'est un être torturé, comme je disais, la moralité flexible, c'est-à-dire que selon les circonstances il choisit entre parfois le moins normal. Parce que j'allais vous en proposer un dernier, mais je suis pas sûr que sa moralité soit si flexible que ça au personnage. Il y a effectivement Daenerys finit par exemple par se comporter comme sa dragonne, comme son dragon, comme en véritable prédatrice. Gérald a échoué et trouvé une solution. Je pense que c'est aussi quelque chose qui, je l'ai déjà fait celle-là dans un précédent podcast, mais le genre qui interroge le mieux en fait la question du monstre qui est en l'homme, en fait, et que en fait c'est un miroir, en fait, de encore une fois le monstre est encore une fois un miroir de son inhumanité. Ouais. Est-ce que je vous tente quand même le dernier ou pas? Vas-y, tente. Alors parce que vu que vous avez été super indulgent avec moi, il y en a que j'avais même pas prévu de faire. Alors ça part d'un seigneur de guerre.
qui conquiert des territoires et qui veut tous les territoires et qui est très cruel. Il est extrêmement cruel. Il a obtenu le pouvoir par des intrigues politiques. Et face à lui, il y a des chevaliers qui possèdent des pouvoirs magiques et qui sont plutôt gentils mais qui doutent parfois. Et il y en a qui deviennent méchants aussi. Ah non, t'as pas osé. Si, il a osé, c'est pour ça que je dis ça pue le Star Wars. Ouais, attends, j'ai peur. Ouais, dans Star Wars, du coup, c'est ça que tu... Ouais, Star Wars, ouais. Fantasy, oui, Dark Fantasy, peut-être pas. Ouais. Même si, ouais, peut-être dans la deuxième trilogie, il y a débat, à la limite. Ben, alors, ça dépend ce que t'appelles la deuxième. Tu veux dire chronologiquement ou ouais, dans la chronologie du film ou dans la chronologie des sorties, ouais, enfin, du coup, la prélogie, quoi. Ouais, avec l'histoire d'Anakin, quoi. Skywalker qui devient Dark Vador. Il y a Dark Vador, quoi. Voilà, ouais, voilà, c'est dans le cahier des charges, quoi. Voilà. Donc, il y a la magie. Mais est-ce que c'est pas des choses est-ce que c'est pas un film qui aurait été un petit peu inspiré par ce mood? Carrément. Après, ouais. Le truc, c'est que, après, c'est là où, malheureusement, il y a le débat déjà, tu vois, de base sur est-ce que c'est de la fantasy ou de la SF, Star Wars. C'est que... Est-ce que c'est forcément on a déjà eu ce débat, les gars. Ouais, on a eu, il y a 2 numéros. Mais du coup, maintenant, avec du recul, est-ce que c'est vraiment contradictoire? Non. Parce qu'on a mis Evangelion quand même là-dedans. Oui, bien sûr. Non, après, pour moi, Star Wars, c'est plus de la fantasy que de la SF. Ouais, c'était d'ailleurs ce que tu défendais, effectivement. Ça en est plus, même si Lucas il a essayé de nous enculer la tête en foutant des histoires de midi-chloriens dans la prélogie de « Ah, il a plus de midi-chloriens dans le sang », en fait... Il a esséphisé son univers. Ouais, il a essayé de nous niquer comme ça, pour dire c'est un peu scientifique, en fait, c'est un peu comme des globules rouges, sauf que ça en est pas. Voilà. Mais ouais, non, t'as toujours ce truc de la force qui est dans l'environnement et qui est là, qui régit un peu les règles de l'univers, donc bon, t'as toujours ce côté quand même un peu fantasy. Et donc pour moi, c'est plus Dark Fantasy. Après, Dark Fantasy, ouais, je pense que sur la prélogie, il y a moyen. Il y a moyen peut-être de caler ça en... Après, il n'y a pas de... Ouais, non, j'allais dire, il n'y a pas d'apocalypse, mais il y a la fin d'un monde, la fin d'une époque. Bon, alors un autre, donc, attends, un dernier. Ça peut. Parce que je peux vous en trouver plein. Ouais, mais en même temps, les pizzas vont refroidir. Il y a un mec, et tu pourras faire un fondu là-dessus. Il y a un mec qui est dans l'espace, on sait pas trop ce que c'est une force qui veut détruire la Terre. Et il y a une meuf qui a un petit peu un pouvoir magique, qui a un pouvoir magique qui se combine avec 4 autres pouvoirs magiques. Captain Planet? Non. J'ai eu peur, moi aussi, j'ai pensé. Ça se combine avec 4 autres pouvoirs magiques, qui rencontre un héros qui est un petit peu, c'est pas le héros auquel tu t'attends habituellement, c'est pas le mec, il a pas beaucoup de spécialement de, si, il a des valeurs et tout ça. Je sais plus, je sais pas comment le faire rapidement et en étant intriguant et sans vous révéler le truc. Vite fait, il y a un moment donné, il y a des mecs chelous qui sont au courant d'une prophétie, qui disent des trucs comme, la vie n'a pas d'importance, le temps est important, des trucs comme ça. Ils font... J'arrive pas à voir. Ouais, Tu parles pareil. de temps, donc je pense à Retour au futur, mais je pense pas que je sois allé si loin, quoi, donc... Non. Elle est une meuf rousse, qui est super bonne, elle est pas trop habillée. Elle dit des trucs comme... elle te dit 3 mots à peu près, comme multipass. Ah, c'est... Putain, c'est encore 5e élément. Ah, d'accord.